c'est un peu comme calculer son bilan carbone. Ça ne fait pas forcément plaisir sur le coup, mais c'est indispensable à votre bien-être sur la durée. Nous allons parler de ce qui est devenu notre troisième main, le smartphone. Ou plutôt l'usage addictif que nous avons développé sans même nous en rendre compte. Au menu, démonstration implacable en 5 points de pourquoi notre usage affecte notre capacité et notre bien-être global, et surtout une mise en action avec 12 suggestions de ce que vous pouvez faire pour réduire votre temps d'usage. Elles sont directement issues de mon expérience personnelle. Et je vous promets, ça marche. Bienvenue sur Sensé, le podcast qui parle aux femmes de leadership, d'impact positif et de bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy et Master Coach. Avec mon équipe, notre mission est d'aider les femmes à se libérer des injonctions stressantes pour se connecter à leur cœur, vivre plus sereinement et exercer leur leadership avec impact dans leurs fonctions. Vous écoutez l'épisode 11 de Sensé et aujourd'hui je vous explique pourquoi et comment diminuer votre temps d'écran et de stress. Mes chers leaders, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, à première vue, n'a peut-être pas grand-chose à voir avec le coaching et le leadership. Et pourtant, je vous promets que si, ce sujet, c'est votre temps d'écran. Savez-vous combien de temps par jour vous passez sur un écran ? Que ce soit votre ordinateur, votre téléphone portable, la télévision, peut-être une tablette. Si vous ne le savez pas, sachez que vous pouvez avoir l'information assez facilement en cherchant temps d'écran si vous avez un iPhone, mais je pense que vous pouvez aussi avoir cette information sur n'importe quel smartphone. Et puis, pour votre ordinateur, si vous travaillez exclusivement sur ordinateur, il est facile de regarder votre temps de travail et ça vous donnera une idée. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler plus précisément de votre temps d'écran sur votre smartphone parce que c'est à mon sens le plus problématique car le plus addictif dans la somme des écrans dont nous disposons. D'ailleurs aujourd'hui, on fait tout avec notre smartphone. Communication professionnelle, email, messagerie d'entreprise, communication personnelle, WhatsApp, Telegram, réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc. On utilise même notre réveil matin, c'est notre banque en ligne, notre carte bancaire. C'est aussi ce qui nous permet souvent de nous informer. On prend des photos, des vidéos et ça, c'est pour ne citer que quelques activités. En fait, c'est comme si notre smartphone était devenu un nouvel organe en fait de notre corps. Une troisième main, par exemple, un nouveau membre plutôt qu'un organe. Je voudrais vous demander, mais est-ce que votre smartphone, est-ce qu'il vous arrive de l'oublier ? Par exemple, vous partez de chez vous, puis vous l'oubliez chez vous. Si oui, comment vous sentez-vous quand vous l'avez oublié ? J'imagine que peut-être vous vous sentez à nu, comme si vous aviez oublié de vous habiller avant de partir de la maison. Et si vous ne l'oubliez jamais, alors c'est bien la preuve que c'est un nouveau membre de votre corps. Cet outil est si pratique, si puissant, si utile que nous n'interrogeons que trop peu le temps et l'énergie que nous lui donnons. Je me souviendrai toujours de mon expérience de la visite d'un musée à Séoul quand j'y vivais entre 2015 et 2018. En fait, j'observais assez fréquemment, avec effroi, lors des expositions artistiques, que les visiteurs étaient vissés à leur écran. Ils regardaient les œuvres, donc les tableaux, à travers leur écran, parce qu'en fait, ils prenaient des photos, donc ils regardaient pas les yeux nus, ils regardaient à travers l'écran. Et aller à une exposition, c'était comme, faire une performance. Pas vraiment de présence, pas de connexion pure aux œuvres. Simplement, c'était devenu un usage. Ça voulait dire, je suis là en ce moment, je suis trop cool. D'ailleurs, je photographie et en direct, je te montre sur les réseaux sociaux où je suis et ce que je suis en train de voir. Sachant que, en fait, je le vois que depuis un écran, pas vraiment avec mes propres yeux. Puis, je me souviens aussi des trajets en métro. 99% des usagers étaient greffés à leur écran, ils scrollaient sur les réseaux sociaux, ils regardaient des séries.
Et en tant qu'observatrice, parce qu'à l'époque, j'étais moi-même pas vissée sur un écran, parce que je vous rappelle qu'en France, entre 2015 et 2018, on n'était pas encore vissé, notamment en 2015. Et en fait, je regardais ça et j'étais circonspecte. Je me disais, mais les gens sont devenus fous. Mais en fait, personne ne se regarde, personne ne se parle. C'est comme si le meilleur ami de l'homme était devenu le smartphone. Et franchement, avec le recul, je m'amuse presque de moi-même de repenser à ce moment où j'étais clairement dans le jugement, j'avais pas vraiment de recul sur la situation, j'étais peu consciente de ma propre humanité, j'étais assez peu humble sur mon propre usage potentiel du smartphone à venir. Et moins de 10 ans plus tard, nos usages sont exactement les mêmes que ceux que j'avais observés en Corée, qui m'avaient choquée. Il se passe la même chose au musée, dans le métro, dans la rue. Les gens au resto ou au café sont parfois vissés sur leur téléphone. Parfois même, ils ne se parlent plus. Les gens seuls ne sont plus jamais seuls, puisqu'ils ont toujours leur téléphone à la main. Et ici, je place pas de jugement, dans le sens où j'ai bien été obligée de reconnaître au fil des années que j'étais exactement dans la même situation quand je fonctionnais en mode pilote automatique. Mais c'est un constat. C'est un constat aujourd'hui que je fais quand je regarde les terrasses, ce qui se passe dans les restos, ce qui se passe dans les musées, ce qui se passe dans les maisons. Le problème de ce fonctionnement par habitude, c'est-à-dire cet usage du smartphone par habitude sans intention, est que cela pollue nos vies à bien des égards et plus précisément, ça impacte notre potentiel, notre présence et, in fine, notre leadership. Alors, je voudrais vous démontrer pourquoi. Déjà, première chose, l'usage du smartphone est devenu une addiction. Donc, si vous vous endormez avec votre smartphone juste à côté de vous, là, sur la table de nuit, parfois même sous l'oreiller, que vous vous réveillez avec, parce que, on l'a dit tout à l'heure, souvent c'est le réveil matin, que vous ne pouvez aller nulle part sans, parce que quand vous l'oubliez, vous vous sentez nu, et que, sans vous en apercevoir, vous vous retrouvez avec l'écran dans vos mains, eh bien alors, je peux vous dire, sans être spécialiste de l'addiction, que vous êtes une addicte. J'observe qu'un très grand pourcentage de la population est addicte. Et franchement, je me place dedans, même si je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'en être sortie. Mais clairement, pendant des années, je me suis sentie vraiment à cet endroit-là de l'addiction. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est pas parce que je vous dis ça que vous vous dites « mais merde, je suis nulle, oh là là, t'imagines, elle a raison, c'est vrai, je suis une addicte ». Il suffit de regarder le documentaire Netflix qui s'appelle « Nos écrans de fumée » pour comprendre que notamment les réseaux sociaux ont été designés pour nous rendre addicts, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'on ait tout le temps envie de cliquer, de rester. C'est un peu comme sur Netflix, on n'a pas besoin de cliquer pour passer à l'épisode suivant. Vous voyez, tout a été construit pour qu'on y revienne sans cesse. Donc, c'est pas étonnant de constater qu'on est autant à être addict. Le truc, c'est que moi, personnellement, vous allez peut-être me démontrer le contraire, mais je ne connais à ce stade aucune addiction qui soit bonne pour l'être humain. En fait, l'addiction, elle nous détourne de nos émotions, elle nous détourne de notre présence au monde, à la réalité terrestre. Elle nous détourne aussi de nos intentions, de nos ambitions, de nos envies. Et elle prend bien souvent une part bien trop importante dans notre vie, finalement, et nous empêche de la vivre vraiment. Et à titre d'exemple, je voudrais vous demander combien de fois ça vous est arrivé de ne pas écouter une conversation ou de quitter une conversation pour regarder votre téléphone. Combien de fois, en réunion ou en télétravail, vous êtes-vous aussi aperçu que vous étiez en train de regarder votre téléphone en même temps que vous êtes censé travailler ou en même temps que vous êtes censé suivre une réunion? En fait, vous êtes là, mais vous n'êtes plus là. Vous voyez, vous n'êtes plus dans la vie qui est en train de se jouer au moment où vous vous vissez à l'écran alors que vous êtes en train de faire autre chose. Puis je voudrais vous poser une deuxième question. Avez-vous déjà essayé de réduire votre consommation sans y arriver? Si oui, cela montre à quel point vous êtes comme drogué
par le smartphone. Et encore une fois, c'est OK ici, on est juste dans le constat, on n'est pas dans le jugement. Et moi, mon invitation pour vous, c'est de vous placer dans cette même posture. C'est une posture d'observation, une posture aussi de curiosité. OK, je constate que, oui, moi, je me reconnais dans tout ce que Jenny dit là, donc peut-être que je peux me classer dans cette catégorie, en tout cas pour le moment. Et l'idée n'est pas de me flageller. Simplement, je voudrais pas cacher une réalité qui existe. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de moi pour vous en rendre compte. Donc moi, je fais une première hypothèse, c'est que cette addiction n'est bonne pour personne. Et c'est mon hypothèse. Ensuite, ce que j'observe, c'est que l'addiction au smartphone crée une pollution émotionnelle dans votre vie. Cet appareil, qui est utilisé sans intention et sans conscience, est un vecteur d'émotions négatives. Par exemple, il génère du stress. Votre appareil sonne et vibre toutes les 2 minutes, une notification par-ci, un message WhatsApp par-là, un email par-ci, un SMS par-là. Vous êtes sollicité de façon ininterrompue avec ce sentiment que 1. Vous devez absolument savoir tout de suite de quoi il retourne et donc prendre connaissance de l'information qui arrive. Sinon, vous êtes has-been. 2. Qu'il faut à tout prix y répondre maintenant, surtout si cette demande vient d'un autre être humain. Parce que sinon, qu'est-ce que cet autre être humain pourrait penser si vous prenez quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours à répondre? Eh bien ça, c'est source de stress, c'est source de pression et ça empêche toute tranquillité d'esprit. Et Mo Gaudat, dans son ouvrage Unstressable, en parle très bien. Ça crée aussi le cercle dont je vous ai déjà parlé sur le podcast Femmes ambitieuses, le cercle de comparaison-dépréciation. En fait, le smartphone, à terme, quand vraiment il est utilisé de façon en mode pilote automatique, c'est-à-dire sans y penser, que vous êtes, vous vous retrouvez à faire des trucs, vous étiez même pas dit que vous alliez aller sur Instagram, mais finalement ça fait une demi-heure que vous y êtes, d'accord ? Dans cet usage-là du smartphone, ça ruine votre estime de vous-même. Parce que par exemple, sur les réseaux sociaux, vous allez scroller, vous allez vous dire « Ah là là, mais la vie des autres, elle a l'air carrément plus géniale que la vôtre est nulle. » Et tout ça basé sur des photos et des textes qui sont postés à un moment donné et qui souvent ne sont absolument pas en corrélation avec ce que les gens vivent vraiment sur le moment. Ça peut aussi avoir un impact sur l'estime de vous quand, par exemple, sur WhatsApp, vous voyez qu'une personne vient de lire le message super important que vous lui avez envoyé, mais ne vous répond pas tout de suite. Et alors là, dans votre tête, vous faites 1000 scénarios, vous dites que finalement, vous n'avez pas envoyé le bon message, que peut-être cette personne vous en veut, etc. Vous vous faites des histoires et des nœuds au cerveau. Au-delà de la pollution émotionnelle que le smartphone peut créer, il encourage aussi au multitasking. Combien de personnes je vois marcher dans la rue en étant en train de lire, un article sur leur téléphone portable ou de répondre à un WhatsApp. D'ailleurs, ça m'est arrivé 1000 fois. À quel point ça vous arrive de manger et scroller sur les réseaux sociaux pendant, par exemple, que vos enfants sont à table avec vous. Le multitasking, c'est aussi prendre le téléphone pour une raison précise, parce que vous aviez besoin, de consulter votre agenda, par exemple. Et en fait, de voir qu'il y a un petit truc rouge allumé, une notif, donc vous allez voir, vous scrollez, et en fait, vous oubliez complètement pourquoi vous étiez venu au départ. Donc, je ne vais pas vous refaire un topo sur le multitasking, mais je vous renvoie à l'épisode 7 de Sensé, dans lequel je vous parle des dangers du multitasking. Donc, multitasking, je vous le rappelle, c'est faire plusieurs tâches en même temps, être multitâche. Le smartphone, utilisé à outrance, vous empêche aussi de vous connecter aux êtres humains autour de vous. Alors oui, les réseaux sociaux ont ça de génial qu'ils peuvent nous connecter à des gens qu'on ne connaît pas, nous faire découvrir des univers et nous faire de très belles rencontres. Et franchement, j'en suis l'exemple vivant. J'ai rencontré des amis qui sont aujourd'hui des amis dans la vraie vie, que je vois plus trop sur les réseaux sociaux, que j'ai rencontrés grâce aux réseaux sociaux. Donc oui, les réseaux sociaux sont aussi hyper utiles, par exemple, pour mon entreprise. Donc c'est génial au quotidien, d'accord ? Mais d'un autre côté, demandez-vous à quel point le fait d'être vissé à votre téléphone portable pour les réseaux sociaux ou pour toute autre chose
vous empêche de profiter de ce qui est là, disponible ici et maintenant dans votre vie terrestre et pas digitale, que ce soit votre partenaire, vos amis avec qui vous passez la journée, vos enfants si vous en avez. Personnellement, il m'est déjà arrivé que ma fille me gronde, ma fille de 7 ans, parce que je suis sur mon téléphone. Et d'ailleurs, j'ai passé un pacte avec mes enfants qui ont totalement le droit et sont même encouragés à me dire explicitement qu'il faut que je lâche mon téléphone les fois où, telle une addicte, je ne suis pas capable de me le dire à moi-même. Et le pire dans tout ça, c'est que quand elle m'a grondé la première fois, mais ce que j'étais en train de faire sur mon téléphone à ce moment-là était absolument sans intérêt, mais un simple réflexe d'addiction. Alors, j'ai mis plein d'autres choses en place pour éviter d'être tout le temps sur mon téléphone, mais ça, je vous en parle plus tard dans cet épisode. Ma 5e pensée au sujet du smartphone et de l'usage à outrance du smartphone, c'est que ça nous rend idiots. Ouais, j'irai jusque-là, ça nous rend idiotes. Choisissez-vous vraiment avec intention votre usage du smartphone ? Est-ce que vous choisissez ce que vous regardez, ce à quoi vous consacrez du temps ? Ces outils sont conçus pour vous donner à voir ce que vous aimez déjà, d'accord ? Et à renforcer vos croyances, parce que plus vous voyez ce que vous aimez, plus vous passez du temps sur votre téléphone. Donc, les algorithmes sont pensés pour ça, que ce soit sur des applis de shopping en ligne, sur les réseaux sociaux dont on a déjà parlé, sur les sites de news, etc. Et donc, ça devient de plus en plus difficile, avec le temps, d'avoir l'esprit critique, d'interroger les opinions différentes des autres, d'interroger vos habitudes, d'écouter ce qui se fait par ailleurs. D'écouter, en fait, de vous ouvrir à ce qui est différent, à ce que vous ne connaissez pas. Et en plus de ça, nous sommes entrés dans l'ère des fake news qui circulent tout à fait librement sur Internet, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Or, l'esprit critique est essentiel. Il est essentiel déjà pour faire des arbitrages dans la vie, pour votre leadership, pour votre façon de prendre du recul sur ce qui vous arrive dans votre carrière, dans votre vie, dans le monde. Et voir sans cesse les mêmes nouvelles, écouter sans cesse les mêmes voix, croire à tout ce qui vous est présenté systématiquement, vous éloigne de votre esprit critique, sans compter aussi que tout ce à quoi vous avez accès est de plus en plus raccourci, simplifié, et donc sans profondeur. Donc, je voudrais vous inviter à une réflexion ici. Si vous coupiez votre usage du smartphone de moitié, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, parce que vous faites peut-être partie des personnes qui n'ont pas ce problème, et tant mieux pour vous. Je vous le souhaite à 1000%. Mais si vous vous reconnaissez, imaginez que vous coupez votre usage de moitié. Combien de temps est-ce que vous gagneriez dans votre quotidien ? Combien de temps vous gagneriez par jour ? Vous savez, ce temps dont vous manquez probablement cruellement pour vous reposer, pour faire ce qui vous épanouit, pour prendre du temps pour vous, pour travailler à des projets qui ont beaucoup de sens pour vous. Quand j'ai commencé à réduire mon temps d'écran, j'ai regardé d'abord quel était mon usage. Eh bien, j'ai observé que je passais 3 heures par jour sur mon téléphone. Sachant que moi, je travaille sur un ordinateur, je ne travaille pas sur un téléphone. Donc, ça me semble énorme, 3 heures. Et quand on regarde sur iPhone, c'est intéressant parce qu'on peut aussi voir sur quelle appli on passe le plus de temps. Et moi, c'était WhatsApp et Instagram. Et franchement, quelle ne fut pas mon horreur quand j'ai pris conscience de ça. 3 heures par jour. Alors, c'était pas que Instagram et WhatsApp, mais ça en faisait, c'était une grande partie. Moi, personnellement, même 1h30, ça me semble énorme. Dans une journée qui fait 24 heures, où j'ai besoin de dormir 8 heures, où je travaille à peu près 8 heures par jour et j'ai envie de passer du temps avec ma famille, ça me semble énorme. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec ce temps-là. Donc, la première chose, c'est que je vous suggère de vous poser cette question. Vous, combien de temps y passez-vous ? Regardez les données de votre téléphone parce que on minimise complètement le temps qu'on passe. Si vous m'aviez posé la question, je vous aurais dit au doigt mouillé, oh, j'y passe 1 heure, 1h30. Non, j'y passais 3 heures. Donc, ça vous en dira vraiment long sur votre usage. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai voulu réduire ce temps. Eh bien, j'ai fait le constat
que ça ne me rendait pas heureuse de passer autant de temps sur un appareil. Et puis je faisais aussi le constat que je trouvais que je manquais de temps. J'ai remarqué que utiliser mon iPhone comme ça me générait du stress, parfois même de la déprime quand j'étais exposée à des nouvelles très négatives. Je trouvais aussi que j'étais moins présente à moi-même, j'étais toujours dans le speed, alors que dans ma vie, j'ai vraiment beaucoup de choses qui m'enthousiasment, beaucoup d'envie, beaucoup de projets, et que clairement, ils passent pas par un smartphone. À l'inverse, je constatais aussi que les moments de joie que je vivais, ils naissaient dans des moments de pleine présence, que ce soit seul ou avec les gens que j'aime, ou avec les animaux que j'aime, et que ce soit dans le travail ou dans la vie privée. Alors moi, je me suis mise en quête de techniques pour réduire mon usage du téléphone, parce que j'avais envie de profiter d'un rythme plus sur le temps long. J'avais envie d'être plus pleinement présente dans ma vie, j'avais envie d'avoir une capacité de recul et de réflexion plus profonde que ce que m'amenait l'usage du smartphone. Et franchement, les quelques fois où je me suis dit à la volée comme ça, « Oh, il faut vraiment que je diminue mon usage », j'y arrivais pas. Donc j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un enjeu derrière. En fait, grâce à la méditation que je pratique beaucoup depuis maintenant le début de cette année, j'ai réussi vraiment à me rendre compte que quand j'étais pas sur mon téléphone, j'étais vraiment beaucoup plus heureuse. Donc j'ai fait cette association en fait qui m'a permis, cette association positive de pas de téléphone et joie égale joie, ça m'a permis finalement de trouver la motivation et un moteur pour chercher des techniques pour vraiment réduire mon temps d'utilisation du téléphone. Et donc, je vais vous partager là toutes les techniques que j'utilise, certaines que j'ai trouvées toutes seules, d'autres qui m'ont été inspirées de différentes lectures. Et je voudrais vous dire que vous avez les manettes, que vous pouvez aussi y arriver, que ça se fait pas à pas, que rien ne sert de vous flageller, mais que c'est une expérience intéressante à mener pour mieux vous connaître, pour voir qu'est-ce qui peut se révéler derrière la baisse de ces usages et quels bénéfices vous pourriez avoir à le faire. Alors, la première chose que je voudrais vous partager, c'est retirer l'intégralité des notifications. Moi, je n'ai aucune notification sur mon téléphone, d'aucune appli. Mais quand je dis aucune, c'est aucune. Sauf les appels. Les appels, ça laisse une notification, voilà. Mais sinon, c'est tout. Je n'ai même pas la notif des messages WhatsApp, qui est pourtant l'outil principal de communication que j'ai avec ma famille et mes amis. En fait, je décide quand je consulte mes messages, quand je consulte mes mails, quand je consulte mes applis, mais je ne laisse pas le téléphone me dire « Tintintin, quelqu'un t'a envoyé un message » ou « Tintintin, il y a une nouvelle qui est tombée ». La deuxième chose, et celle-là, elle est vraiment hyper importante. Enfin, les notifications, ça fait des années que j'ai plus ça, mais si vous l'avez pas encore fait, c'est pour moi la première étape. Mais la deuxième chose que je trouve hyper puissante, c'est mon téléphone dort et charge dans la cuisine et surtout pas sur ma table de nuit. Il n'a d'ailleurs pas le droit d'entrer dans ma chambre, ni celui de mon mari. Alors, il faut que je vous dise, j'ai bataillé pour en arriver là, mais pour moi, c'est une super victoire qui apporte de la douceur dans ce lieu de repos, qui évite les lumières bleues qui empêchent au sommeil de venir, qui évite aussi les bruits et la pollution sonore. Et puis, ça a le mérite de nous permettre de lire beaucoup plus. Troisième chose, dans la journée, pendant que je suis au bureau, et dans la mesure du possible, mon téléphone est dans la cuisine aussi. Il est invisible à mon œil, il est inaudible. Et ça, je peux le faire parce que je travaille de chez moi, mais si vous êtes au bureau, vous pouvez utiliser une autre technique, c'est de le mettre dans votre sac à main fermé, ou alors dans un tiroir fermé. En fait, il faut comprendre que si votre téléphone est visible, votre cerveau va le repérer et même quand vous ne voulez pas, vous allez vous retrouver avec votre téléphone dans la main. Par exemple, vous êtes en train de travailler sur un sujet important, tout à coup ça devient difficile, vous avez une réflexion, là ça devient un peu moins fluide et là ce qui va se passer c'est paf, vous allez vous retrouver en 2 secondes avec votre téléphone dans la main à scroller, à regarder un truc parce que votre cerveau a trouvé une voie plus rapide pour faire autre chose. Autre conseil, c'est de retirer toutes les applications qui sont addictives.
et qui ne vous apportent pas grand-chose. Par exemple, moi, alors ça, c'était suite à un accident. J'avais plus réussi à me connecter à Slack sur mon téléphone. J'ai changé de mot de passe. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais du coup, ça devenait une usine à gaz de remettre Slack sur mon téléphone. Et je me suis dit, qu'à cela ne tienne, la vie en a décidé ainsi pour moi. Et ça fait plus d'1 an que je n'ai pas Slack, qui est mon outil de messagerie d'entreprise que j'utilise au quotidien avec mon équipe. Je ne l'ai plus sur mon téléphone. Je ne l'ai que sur mon ordinateur. J'ai réduit mon niveau de stress d'une façon phénoménale grâce à ça, puisque je travaille sur ordinateur. Donc, quand je travaille, j'ai accès à Slack. Quand je suis en déplacement, je n'y ai pas accès. Et s'il y a une urgence, mon équipe peut me contacter. Et quand je ne travaille pas, je n'ai pas accès à Slack. Et ça, c'est magique. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de réfléchir ou de me restreindre. En fait, la chose est organisée de telle façon que j'ai accès à Slack uniquement quand je travaille et quand j'ai vraiment le temps d'utiliser Slack. Mais j'ai fait la même chose aussi pour Instagram. J'ai la chance d'avoir une personne dans mon équipe, Alice, qui s'occupe du community management sur Instagram, mais aussi de toute la création et de tout ce qu'on y partage. Et donc, je n'ai plus besoin d'avoir l'application à titre professionnel, sauf exceptionnellement. Donc, ça m'arrive de la remettre quand j'en ai besoin à titre professionnel. Et du coup, à titre personnel, je décide que regarder Instagram, c'est vraiment la dernière de mes priorités. Évidemment, comme tout le monde, parfois, j'ai envie de regarder. Dans ce cas-là, je le fais depuis Safari. C'est tellement pas pratique que du coup je n'y reste jamais longtemps parce que c'est pas fait pour et bien ça m'aide et ça ne me manque pas du tout. Une autre technique que je peux vous proposer, c'est de laisser le téléphone à la maison quand vous sortez vous balader. Moi je le fais par exemple quand je vais marcher en forêt, quand je vais promener ma chienne. Je le fais aussi beaucoup en vacances, de partir une journée en excursion et de laisser mon téléphone, de pas le prendre. Ou quand je vais, je sais pas moi, faire des courses avec mon mari et je me dis cet après-midi, franchement j'ai envie d'être tranquille, je prends pas mon téléphone. L'idée, c'est vraiment de m'offrir des moments de pleine présence, de marche méditative ou simplement juste de vivre la vie sans avoir un truc vissé à ma main. Et ça me permet de me rendre compte que sans téléphone, la vie est plus douce. Clairement, je suis plus apaisée, ça calme mon système nerveux et ça me permet aussi de voir que je peux clairement m'en passer puisque quand je rentre, il ne s'est rien passé d'exceptionnel sur mon téléphone. Donc finalement, c'est bien le signe que je n'en ai pas besoin tout le temps. Et par exemple, si vous le faites en vacances, l'idée c'est de partir avec un livre, avec un carnet ou une boîte de feutre. Si jamais vous avez peur de vous ennuyer, ne vous inquiétez pas, il y a plein d'autres choses à faire ou simplement contempler le paysage. Une autre chose qui peut vous aider, c'est de mettre des limites de temps sur certaines applications pour vous montrer quand vous dépassez le temps que vous vous êtes autorisé. Alors, ça, c'est un bon tips, mais d'un autre côté, je trouve qu'on peut tellement le dépasser. Il suffit de cliquer sur un bouton pour dire « je dépasse la limite », que c'est bien pour une prise de conscience. Ah tiens, je m'étais fixé, je sais pas moi, 20 minutes et j'ai déjà dépassé, alors que la journée ne fait que commencer. Ça vous montre... Voilà, ça vous permet une prise de conscience. Mais je pense que c'est pas suffisant pour vraiment changer des habitudes. Une autre technique que je tiens de Mo Gaudat, c'est de passer votre écran en gris. En fait, nos téléphones, ils sont aussi sympathiques parce que les écrans sont très colorés, les applis sont colorées. Et quand on passe tout en gris, je vous assure que c'est un peu moins, ça donne un peu moins envie. Et donc, ça peut permettre aussi de réduire votre temps d'usage. Autre conseil, c'est vous habituer à ranger votre téléphone. En fait, ne pas toujours le laisser visible là où vous êtes. Par exemple, c'est devenu une habitude pour moi de le ranger. Si je le vois traîner, hop, je le mets dans un truc où je peux plus le voir, ou je le mets dans une autre pièce. Et en fait, du coup, mon cerveau ne le voit pas et donc je n'y pense pas, en fait. Parce que je ne le vois pas, je n'y pense pas. Si vous vivez à plusieurs, je vous suggère de parler de votre intention de réduire votre usage et de demander à votre partenaire ou vos enfants ou votre coloc ou vos copains, bref, à vous aider à prendre conscience que là, tout de suite, vous êtes sur votre téléphone, à vous encourager à le lâcher, etc., etc. Et puis, un autre conseil, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire à la place ?
Moi, parfois, quand je m'observe, parce que maintenant, je m'observe, je vois, oh là là, mais là, qu'est-ce que tu fous là avec ton téléphone là ? Pourquoi t'es en train de faire ça là ? Eh bien, je me pose cette question, qu'est-ce que je pourrais faire à la place ? Et quand je me pose cette question, si les enfants sont dans les parages, je me dis, mais à la place, en fait, je pourrais trop leur proposer un jeu. Ou alors, si je suis seule, bah, en fait, là, je pourrais lire tout de suite, là. J'adore lire. Ou sortir jouer dans le jardin avec ma chienne. Et en fait, ça apporte tellement plus de joie de faire ça que quand on s'habitue à se poser cette question-là, ça paraît évident qu'on a envie de faire autre chose. Un autre conseil, un peu à la manière de Slack, c'est d'utiliser votre ordinateur pour faire les choses que vous pourriez peut-être faire sur téléphone, mais finalement de changer votre usage. Par exemple, si vous voulez faire du shopping en ligne, si vous voulez envoyer des mails pro, si vous voulez utiliser votre messagerie instantanée d'entreprise, eh bien, je vous conseille de le faire sur votre ordinateur. Comme ça, vous avez un périmètre circonscrit. Et on a souvent moins envie de trimballer son ordinateur partout, ça pèse lourd, on n'a pas envie de le sortir sur la table de la cuisine, par exemple. Et donc, ça va vous permettre naturellement de réduire le temps que vous y passez. Et puis, dernier conseil, je vous suggère de paramétrer vos messageries pour ne pas savoir ni montrer quand les messages que vous avez envoyés sont lus. Par exemple, sur WhatsApp, vous savez, quand un message est lu, on voit le check en bleu. Eh bien, ça ajoute un stress et une pression selon laquelle il faudrait automatiquement répondre parce que c'est lu. De la même façon, vous allez attendre une réponse parce que quelqu'un a lu votre message. Alors que quand vous enlevez ce truc-là, eh bien, en fait, vous n'êtes plus dans l'instantané, vous n'êtes plus dans l'immédiateté. Vous savez que les messages urgents vont être lus et on va vous répondre, mais vous savez que le reste, ça peut attendre et c'est OK. Donc, l'idée, c'est d'accepter que vous répondrez plus tard ou que vous répondrez pas du tout selon ce qui est important et prioritaire pour vous et finalement reprendre les manettes. Voilà, mes chers leaders, ça fait beaucoup de conseils tout ça. L'idée ici, c'est de piocher dans ce qui vous parle, de tester un truc et de pas faire le grand écart. Moi, ça m'a pris du temps pour en arriver là. Moi, je vous propose en fait de troquer le stress d'un usage addictif du smartphone par la joie de la vraie vie avec des vrais gens et surtout par un leadership intentionnel dans lequel vous avez l'espace de prendre du recul, l'espace de réfléchir avant d'agir, l'espace de réfléchir avant de répondre à une demande. Et franchement, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et je voudrais vous dire que c'est possible. Alors démarrez par un petit pas et partagez-moi sur Instagram ou sur LinkedIn vos avancées. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, soutenez-nous en le diffusant aux femmes autour de vous et en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Pour en savoir plus sur nos formations et programmes, rendez-vous sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn parce qu'on adore vous parler. Et rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la difficulté d'être soi.